Tu mettras la deuxième partie en ligne, Benjamin. Bien sûr. Donc, on connaît tous l'histoire, enfin, tous ceux qui connaissent le Midrash connaissent l'histoire que ce que la Torah nous a dit que Dina a été prise de force par Shrem et que la ville de Shrem a été massacrée par Shimon et Lévi. On a vu dans la paracha que Shimon a pris Dina, sa sœur, donc, pour épouse. Mais le Pirkei de Rabbi Eliezer ajoute que de cette relation qu'elle a eue avec Shrem est né un enfant, une fille, qui s'appelle Osnat, et qu'on va retrouver, curieusement, en Égypte, alors qu'elle est appelée être Osnat, fille du prêtre Poutiféra. D'accord? Il y a Poutine et il y a Poutiféra. Et alors, encore une fois, le Midrash nous interpelle, puisque quand on voit Osnat bat Poutiféra, donc c'est la fille de Poutiféra. Comment le Midrash a pu, comment dirais-je, comprendre, c'est-à-dire comment Moshe Rabbeinu nous a transmis cette information, et que ça ne puisse pas contredire le sens littéral de la Torah. Comment on interprète la Torah? C'est la fille de Poutiféra ou c'est la fille de Dina? Et comment elle s'est retrouvée là-bas, Bichlal? À cette question, le Pirkei de Rabbi Eliezer répond. Je vais vous le lire. Alors, on va faire un nouveau partage d'écran. Non, c'est pas il y en a qui disent. C'est terrible, j'ai pas dit il y en a qui disent. Dans la Torah, il est marqué que c'est la fille. C'est pas il y en a qui disent. La Torah dit que c'est la fille de Poutiféra. Et le Midrash dit que c'est la fille de Dina. C'est pas il y en a qui disent, il y en a qui disent. On a a priori une contradiction entre le Pshat et le Midrash. C'est pas il y en a qui disent, il y en a qui disent. Je sais pas pourquoi tu dis il y en a qui disent. C'est moi qui dis ça aussi encore? Chazak. Alors on va voir le Midrash dans les mots, parce que j'ai peur que vous ayez vu le Midrash traduit en français par la même application, donc je vais vous le faire dans les mots. Vous avez le partage d'écran normalement. C'est quel passage qui dit que c'est la fille de Poutiféra au début? C'est pas cette paracha, c'est la paracha de la semaine dernière. Ouais, exactement. Ktiv, il y a écrit dans Amos, vous avez le partage d'écran? Dans Michel, quel passage c'est? Il me dit que c'est la fille de Poutiféra. Non, pas besoin de savoir. Je vais voir le Rachid. Tu peux suivre le shiur et après tu me poseras les questions. Okay. D'accord. Donc, Ktiv, il y a écrit dans Amos, He Yutet, Uva Baïd Vesamach Yado Alakir Neshacho Anachash. Là-bas, le prophète nous parle d'un serpent qui a mordu. À quoi maintenant à quel serpent le prophète fait allusion, le prophète Amos? Alors il explique le Pirkei de Rabbi Eliezer. Kesheba Yaakov le Beto Beretz Achuzato. Quand il est venu, Uba Baït, c'est Yaakov Avinu dans le Passouk de Amos, quand il est venu donc en Eretz Israël, alors Neshacho Anachash, le serpent l'a mordu. Veze Nachash ze Shrem ben Chamor. Shrem ben Chamor, c'est lui le serpent. Shaïta Bito chez Yaakov Yoshevet Oalim. La fille de Yaakov, Dina, elle était dans la tente. Velo Aïta Yotzet Arutza. D'accord? Elle sortait pas dehors. Sortait pas dehors. Donc, ça va pas comme Rashi qui nous dit que Dina, elle était comme sa mère Léa Yatsanit. Elle sortait, elle se promenait. Après, elle sortait pas dehors, elle. Elle restait dans la tente. Uma Sachrem Ben Chamor. Lui, il voulait la tirer. Je sais pas où il l'avait remarqué. On voit ici aussi du Midrash une information intéressante. C'est qu'il veut la tirer vers l'extérieur. Uma Sachrem Ben Chamor. Et vit Mesahakot Neharot Chutsala Metofafot Betupim. Il a amené des filles qui faisaient de... Ouais. Bien que Yaakov, il était Yoshev, Ishtam, Yoshev et Ohalim, pour faire sortir du Ohel, c'est Ishtam Tam, Yotze Ohalim. Donc, il a fait du Tam Tam
pour faire sortir Dina du Ohel. Betupim. Yatsa Dina lirot bebanot amesarkot. Ah, c'est joli cette musique. Quel est ce son de tambourin? Voilà, elle est sortie pour voir ses troubadours. Veshalela, veshachav ota. Il a donc kidnappé, il a couché avec elle. Ve'arta ve'aldala ve'alda et osnat. Elle est tombée enceinte, ouais, et elle a enfanté Osnat. V'amrou bnei Israël le orga. Et les bnei Israël, ils voulaient tuer Osnat. Tu connaissais pas ce détail du Midrash? Les frères, pas Yaakov. Ouais. Les frères voulaient tuer Osnat. V'amrou bnei Israël le orga. Chez Arshav, Yomrou Kol Haaretz, chez Shbet Znout Beole Yaakov. Quoi, il y a les produits de prostitution, ouais. Dans la maison de Yaakov, c'était une boucha pour le Ham Israël. Il dit on ne peut pas laisser cet enfant comme ça, ouais, qui humilie. Nous, on est là pour représenter la Gdusha dans le monde. Et quand maintenant on doit représenter la Gdusha dans le monde, et qu'on on dit nous on va être le peuple élu, etc. Ouais, vous êtes le peuple élu. Attends, c'est quoi ça, cette ambiance? Donc eux, ils ont encore voulu prendre une initiative, les fils de Yaakov, ouais, qui était problématique. On a du mal à la comprendre, nous, ouais. On n'est pas là pour les juger. En tout cas, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher cette mise à mort? Maasa Yaakov evit tzitz vekatav alav shem hakodesh. Il a créé un nom d'Hachem sur le tzitz, vetala al tzavara. Donc c'est une sorte de kémia comme ça, d'amulette autour du cou. Tzitz, normalement c'est sur le front, mais là il y a marqué c'est autour de son cou, ouais. Donc c'est une amulette. Veshalcha, et là, Yaakov il a renvoyé, va, vite. Il a eu peur pour sa vie, et il a dit au stade, pars. Ve'akol tsafouille, lifne akadosh baruchu. Et Akadosh Baruch Hu, il voit tout, bien entendu. Ve'yarad, quand il voit tout, ça, il voit loin. Hachem, il voit loin. Ve'yarad Michael, malach. Donc l'ange Michael, à malach, Beoridal, il a pris Osnat et il l'a envoyé en Égypte. Les bétos chez le Poutifar, dans la maison de Poutifar. Pourquoi il a fait ça, Michael? Parce que Hachem, il a vu que Osnat, elle était réouya pour Yosef. Celle-là, ça va être la femme de Yosef. On voit qu'Hachem, il est Mezavek Zivugim. J'ai vu un bouquin qui parle que de Shiduchim, le pauvre. Il a fait un livre entier qui parle que de ça. Je ne sais pas ce qu'il a eu dans sa vie comme problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il rapporte ce midrash-là pour dire, t'as vu, Hachem, ce qu'il fait pour apporter à Yosef sa kala, etc. Donc c'est une des illustrations dans les paroles des sages que Hachem, ou Mezavek Zivugim, il a fait tout ça, il a pour amener Osnat pour être la femme de Yosef. Pas pour sauver Osnat. C'est pas ça qui est marqué dans le midrash. Non. Quand Hachem il voit tout, c'est-à-dire il a vu qu'Osnat était adaptée pour être la femme de Yosef. Ça s'appelle Osnat, ta femme, Yosef? Presque. D'accord. T'as vérifié avant, quand t'as fait Shidour? De toute façon, elle a fait des maths, donc Gematria, on s'arrange. Elle va te faire une racine carrée de je sais pas quoi. On s'arrange. Avec un Aleph. Aleph, sa mère. Justement, il y a un Midrash qui dit pourquoi elle s'appelait Asnat. Il y a un Midrash qui dit pourquoi. On ne dit pas Osnat? Asnat dans la Torah? Non. Je ne crois pas. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Ici, on dit Asenat. Bon. Ah, Sénat, je me suis planté. C'est vrai qu'en général, tout le monde dit Osnat. Ouais. Ah, je me suis planté là. Purée. Vous m'avez repris 10 fois, je vous ai dit à chaque fois. Ah oui, il y a un trait, Sénat. Non, mais bon. Non, depuis avant-hier. Khazak, David. Tu dis pas que des choses bizarres. Alors. Merci de rester. Non, je l'appelais comme vous après. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Il me dit droite, c'est droite. Mais tu sais que le Rav en question, que tu appelles Rav, malheureusement, il n'a pas appris la Torah, à lire la Torah. Donc en général, quand je vous cite un verset, j'ai toujours un mina qui a une erreur dans le verset.
Pas beaucoup, une erreur, c'est pas mal. Je progresse. Elle était là. Donc c'est bon, là je pense que j'oublierai plus. Ouais. Assenat. Pas Asnat, c'est pas Asnat son nom, David. C'est Assenat. C'est qu'elle a fait des études de droit, elle voulait aller à Sénat. Ouais. Si tu te rappelais, David. Voilà. Mais le Midrash ne nous donne pas cette explication par rapport au Sénat. Ouais. Il explique par rapport au Séné. Elle était dans les buissons, paraît-il. Il les a cachés. Ça n'a pas l'air écrit comme ça dans le Pirkei des Rabbi. Elle aurait été cachée dans les buissons. Ouais. Et ça serait son nom d'après un Midrash, j'ai vu rapporter que Assenat Lachon Séné. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui a marqué? Donc, Michael, il a envoyé Assenat en Égypte chez Poutiféra parce que Hachem savait qu'un jour Yosef s'y rendrait, plus tard. C'est ça qui est marqué Akol Tsafouy Difne Akadosh Baruch Hu. Donc, bien avant que Yosef ait été vendu et qu'elle arrive là-bas, il y avait déjà Assenat sur place. Elle est née avant Yosef. Je ne sais pas c'est quoi la différence d'âge entre Yosef. Elle est née avant Yosef. Attends, non, qu'est-ce que je raconte? Assenat, c'est Dina. Non. Je raconte des bêtises. Après Yosef. Je suis confondu avec Dina. Excusez-moi. Veyarad Michel Amalar Veoridou le Mitzrayim Betoshel Poutifera. J'étais Assenat Reouya le Yosef. Dans le Midrash, ils n'ont pas mis le trait. Bon, c'est normal. Veaïta Ishto Shel Poutifera Akara. Et donc la femme de Poutifera, elle était Akara. Elle était stérile. Donc comme elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Donc ils ont adopté Assenat. Donc ça ne va pas aussi avec le Midrash que vous connaissez que, enfin, je ne sais pas si ça ne va pas en vérité, parce qu'on connaît un Midrash qui dit que la femme de Poutiféra, elle voulait aller avec Yosef. Non, ça peut aller avec le Midrash en fait. Parce qu'elle a vu que dans sa descendance, elle aurait, etc. Il n'y a pas de question. Peut-être qu'elle pensait qu'elle était stérile avec son mari. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait aller avec Yosef. Pour avoir une descendance. Elle ne savait pas qu'elle était stérile. Ouais. Et en attendant, donc il n'y a pas de contradiction. On peut dire qu'elle était stérile, mais elle pensait avoir un enfant avec Yosef parce qu'elle ne savait pas qu'elle était stérile. Elle pensait peut-être que ça venait de son mari. Donc on n'est pas obligé de dire que ces midrashim se contredisent. Ouais. Et elle a élevé comme étant sa fille. C'est pour ça qu'il y a marqué que Assenat, c'est la fille de Poutiféra. Ouais. C'est comme on voit que Moshe aussi, c'était le fils de Bithia. Fils adoptif, c'est aussi le fils. D'accord? Mais Kesheyarda, Yosef, les Mitzrayim, la Kralo. Et quand Yosef il est descendu en Égypte et qu'il a eu tout ce qu'il a eu et que Paro l'a mis au pouvoir et qu'il a donné, on sent que c'est Paro en plus qui lui a donné. Dans le Pshat, on a l'impression que c'est Paro qui a donné à Sénat. Mais le Midrash nous présente, j'ai un autre Midrash qui nous présente différemment cette histoire-là. Comment maintenant Yosef il a décidé de prendre Assenat comme femme, ouais, c'est que quand maintenant il défilait dans les rues, c'est ça, mais tu vois ici j'ai rapporté le Chida, qui rapporte le Tzeda là derrière Saint-Pirou sur Rashi, au nom du Midrash, que Asnat bat Dina Aïta Mishrem, Vebikshu Leorga Bne Yaakov, d'accord, donc les fils de Yaakov voulaient la tuer, Ba Yaakov Vetala Kmiya Betsavara, il a mis donc une kamia autour de son cou, Vegirsha Mi Beto, Vevia Atzma, c'est elle qui s'est mise dans les Kotsim, Vevia Atzma Ben Akotzmi, elle s'est cachée, elle a eu peur qu'elle irait dans les buissons. Je n'ai pas entendu. servait à quoi cette camilla? Pour la renvoyer en Égypte. C'est pour la Vélétif. Valshem Asene Nikret Asenat. Et là, il y a marqué Gabriel ici. Ou Ba Gabriel Vevia les Mitzraim, Lifne Eshet Poutifar, Sheyatsa Yosef les Mitzraim. Donc ici, le Tzedadader, il rapporte un Midrash, c'est pas comme le Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, il nous dit que c'est Michaël. Ici, c'est marqué Gabriel. D'accord? Et que Sheyatsa Yosef les Mitzraim, Yatsu Kolanashim, Liroto, Mechamat Yofio, toutes les femmes sont sorties parce qu'il était très beau, Yosef. Tu te rappelles à l'époque comment tu étais beau, Yosef? Ouais. Il était très très beau, Yosef. Et toutes les filles, elles disent ah, Yosef, le second du roi, Yosef, viens, on va voir. Peut-être qu'il va nous voir et tout, il va se marier avec nous.
Bekol achad zoreket lo chafetz o tarshit. Chacun il lui envoie quelque chose. L'autre une sandale, l'autre la keila. En général, c'était plutôt des bijoux qu'elles envoyaient. Et elle avait. Le Midrash, elle avait que ça à envoyer, elle avait que ce qu'Emia a envoyé. Elle a envoyé, et quand il a vu, ouais, il a fait l'inventaire le soir de tout ce qu'il a reçu aujourd'hui. C'était une bonne journée aujourd'hui. Avec le corona, il faut bien se débrouiller. Ouais. L'amulette surprise, amulette. Les amis, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Je sais que c'est pour vous difficile. Pour moi aussi, à votre place, j'aurais fait pareil, mais faites pas comme moi. Donc, un peu de sérieux. Donc, Yosef, il voit c'est quoi ce truc? Et il voit que c'est écrit un Shem Kadosh, et il comprend donc que c'est une descendante de son père. Ouais, je ne sais pas comment exactement. Peut-être qu'il a fait le rapprochement avec Dina, peut-être qu'il était au courant que Dina a une fille. J'imagine. Comment tu dis? Ouais, je ne sais pas. Ça, c'est pas écrit dans le Midrash. Dans le Pirkei Rabbi, il y a marqué qu'il a écrit un Shem Kadosh. Donc, si c'est un Shem Kadosh, il n'y a pas beaucoup qui peuvent écrire un Shem Kadosh. D'après le Pirkei Rabbi Eliezer, c'est pas comme toi tu as dit, Yosef. D'accord? Un Shem Kadosh, il n'y a que Yaakov qui peut écrire un Shem Kadosh. D'accord? Mais qui c'est qui aurait écrit un Shem Kadosh autour du cou de quelqu'un? Je ne pas l'écriture à la main, il y a l'écriture du son père, parce que c'était vraiment le seul qui pouvait rentrer. Oui, mais le Pirkei Rabbi Eliezer ne dit pas qu'il a fait de la graphologie, Yosef. Non. C'est qu'il y avait écrit sur la Kémia un Shem Kadosh en Lachon à Kodesh, ouais, qui a permis à Yosef de dire d'où ça peut venir un truc pareil. Maintenant, tu dis ça veut dire reconnaître l'écriture de son père, parce que lui savait les Shemot Kdoshim, ça revient en même, mais c'est pas exprimé de la même manière, c'est pas nécessaire d'exprimer comme ça. Ce que toi tu dis, parce que tu l'as entendu, tu l'as vu écrit dans le Midrash. On l'a entendu, d'accord. On n'a pas besoin de le dire quand on voit le Pirkei Rabbi Eliezer. On n'a pas besoin de le dire. Alors j'ai tout son livre de biographie, nous va s'intéresser aux éléments importants. Plus tard, j'éditerai ce livre Zantachem sur la vie de Asenat, appelé précédemment Osnat. Là, pour l'instant, on parle qu'il y avait donc une kémia et que c'est cette kémia que Yosef a vue. On va s'arrêter sur ce détail-là, on va essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant, j'ai vu un livre très sympa. Très sympa. Je ne sais pas c'est qui, mais il est très sympa. Et lui, il rapporte de manière romantisée, ouais, de manière romanesque, on va dire, l'histoire d'Osnat. Ouais, j'adore ça, les gens. Et il explique la vie d'Osnat quand elle était petite. Sympa, hein? Alors, je ne sais pas d'où il sort ça entre nous. Hein. Je n'ai pas vu vraiment de Mékoroth. Je ne sais pas d'où il sort ça. Je n'ai pas pu vérifier cette source-là. Mais il rapporte une histoire comme ça. Il dit, lui, il vient d'une question un petit peu. Poutifera, c'était en Égypte le responsable de la cuisine, du roi, etc. Donc, c'était imagine un multimillionnaire, le monsieur, ouais. Comment on comprend le Midrash que Asenat, elle avait que cette kémia autour du cou, c'est-à-dire elle n'a pas d'autres bijoux. On sait quand tu regardes les hiéroglyphes, ouais, la finesse de l'esthétique, les vêtements, les bijoux, elles ont des bracelets en forme de serpent, des colliers, des boucles d'oreilles dans le nez, dans ci, dans ça, ouais. Donc c'était vraiment en étant la fille adoptive unique, ouais, de la grande richesse. De l'empire le plus puissant de l'époque, ouais, on est étonné qu'elle ait uniquement le collier qu'elle a reçu de son ancienne famille, quoi, et qu'elle n'a rien reçu de sa nouvelle famille. Elle n'a aucun bijou. C'est là, elle est en âge de se marier, donc quoi, elle n'a aucun bijou pour un peu s'embellir. Et c'est pour ça d'ailleurs, alors il explique le Rav qui raconte cette histoire-là. Je ne sais pas c'est quoi, c'est sûr encore une fois, mais c'est intéressant comment il raconte cette histoire-là. Il dit que quand elle était petite, les petites filles, elles ont vu son collier en or, son amulette en or et tout, avec des noms, des écritures qu'elles ne connaissaient pas. Et les petites filles, elles se moquaient d'elles. C'était des bourgeoises, des gens de la cour, ouais. Elles étaient énervées d'avoir un bijou qu'elles n'avaient pas, un bijou très particulier. Donc elles sont revenues le lendemain avec
Elle dit, papa, maman, donnez-moi un bijou pour se la jouer devant la petite fille, là, qui amène un bijou que nous, on n'a pas. Et chaque jour, elles amenaient un nouveau bijou. Et toi, qu'est-ce que tu as comme bijou? Qu'est-ce que tu as comme bijou? Et à Sénat, donc, elle se faisait humilier par ses petites copines qui, elle avait qu'un seul bijou. Elle allait voir sa mère, à Sénat. Elle allait voir sa mère et elle dit, maman, tu peux me donner un bijou? Non, 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 parce que sa mère, elle ne l'aimait pas vraiment. C'était une fille adoptive, ouais. Et elle la voyait toujours avec un certain recul. Donc, cette histoire-là nous présente au stade comme étant une fille qui a beaucoup souffert de sa famille, de la société, d'accord? Et donc, on pourrait dire, quel poids ça a. Déjà, elle s'est fait jeter de sa famille, ouais, génétique. Et après, la famille d'accueil, c'était pas terrible. Ses copines se foutent de sa tête, ouais. Maintenant, donc il dit qu'Aniré, elle sortait pas beaucoup d'elle, elle avait de la peine, elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de ci. Vraiment, la fille complètement renfermée sur elle-même. Et elle attend que Yossé, elle entend qu'il y a le nouveau monarque qui défile, dit peut-être que ça va être ma chance, etc. Je vais là-bas, elle voit toutes les filles qui jettent des bijoux, mais moi, j'ai pas de bijoux. Alors, elle était dans le dilemme. Est-ce que je vais jeter la chose qui me permettrait de retrouver peut-être ma vraie famille ou pas? Alors, elle a fait après ce dilemme cornélien, elle a pris la décision de se séparer. Elle dit, bon, le passé, c'est le passé, mais peut-être ça va me permettre de... On ne sait jamais, peut-être qu'il faut que je me fasse remarquer par ce monarque. Et là, on voyait ce bijou-là. Et pendant toute la journée, toute la nuit, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais folle et tout, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, maintenant, j'ai perdu le seul bijou que j'avais, j'ai perdu le seul lien que j'avais avec mon passé. Et le lendemain, Yosef, il la convoque et il se marie avec elle. Alors le Rav qui a rapporté cette histoire-là veut nous expliquer quelque chose de très important. C'est le message qui est important ici encore. C'est que tous, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte après? Yosef s'est marié avec Asenat. Qu'est-ce qui s'est passé? En se mariant avec Asenat, c'est pas uniquement qu'elle s'est mariée avec le monarque, elle s'est mariée avec un tzaddik. Et c'est pas uniquement qu'elle s'est mariée avec un tzaddik, c'est qu'elle a mis au monde 2 enfants extraordinaires, Ephraim et Ménaché, qui sont les seuls petits enfants de Yaakov qui ont été élevés au niveau de tribu. Les seuls petits enfants de Yaakov qui ont été élevés, parce que normalement, il y a 12 tribus, d'accord? Et c'est quoi les 12 tribus? C'est pas Yosef. Yosef, il a reçu 2 tribus, Ephraim et Ménaché. Et on avait expliqué à plusieurs reprises que le fait que Yosef ait reçu 2 tribus, c'est pas stam une part sympathique et tout aura plus de territoire. C'est pas ça. Chaque tribu incarne un travail dans la Vodat Hashem bien particulier, et chacun il est complémentaire l'un avec l'autre. Yehuda, il a un travail que Binyamin n'a pas, comme on voit les brachot que Yaakov fait à chacun de ses enfants, on voit chacun, ils ont une mission particulière. Comme on voit les brachot que Moshe fait aux tribus, chacune a une mission particulière. Donc le fait que Yosef ait mis au monde 2 tribus, c'est qu'il avait une telle petite coûte qu'il a pu donner la vie spirituel à 2 enfants. Il n'a pas fait 2 clones, il a fait 2 enfants avec des réalités spirituelles très différentes et complémentaires. Ce qu'aucun autre fils de Jacob a eu. Tous les autres fils de Jacob, ils ont eu plein d'enfants. C'est des nuances dans une Avodat Hashem. Des nuances. Pour Yosef, il a reçu 2 enfants qui ont des Avodat Hashem différentes et complémentaires. Ce n'est pas des nuances, c'est 2 mondes. C'est 2 mondes. 2 mondes différents, Ephraim et Ménaché. Et ça, pourquoi? C'était qui les parents derrière? Et on va voir que Yosef et Asenat, c'est la même chose. Ils ont eu la même vie. Comment ils ont la même vie? Yosef, il était pourchassé par ses frères pour être tué. Elle était pourchassée par ses oncles pour être tuée. Elle a échappé belle. D'accord? Elle a été renvoyée par Yaakov. Et de manière miraculeuse, elle est arrivée en Égypte. Yosef, il a été envoyé par Yaakov. C'est pas Yosef qui est parti se promener, c'est Yaakov qui a dit va voir tes frères, qu'est-ce qui se passe, etc. Et Yaakov qui a donc envoyé Yosef, eh bien, miraculeusement, il n'a pas été tué par ses frères. Miraculeusement, il a atterri où? Dans la maison de Poutiféra. Elle aussi, elle a atterri dans la maison de Poutiféra. D'accord? Rashi, au nom du Midrash, il dit que c'est la même chose. D'après les Pashtanim, il dit que ce n'est pas obligé que ce soit la même chose. D'accord? Mais d'après le Midrash, il dit que c'est la même chose. Je n'ai pas vu tous les Midrashim. Mais justement, il y a un Midrash
qui fait cette distinction. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer. Parce que ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est le Midrash de Pirkei de Rabbi Eliezer. Le Midrash Pirkei Rabbi Eliezer, ouais, j'ai trouvé un livre qui disait qu'il y a des Midrashim qui sont ne pas partager son opinion, que Asenat, c'est Bémet, la fille de Poutifera. D'accord? Il a été médaillé dans d'autres Midrashim. Mais nous, on est en train d'expliquer l'explication du Pirkei de Rabbi Eliezer, qui est assez répandu, qui est rapporté dans beaucoup de Rishonim, dans beaucoup de Mefarshim, mais comme souvent, il y a des marloquettes, l'homme est chané. Pour l'instant, on nous focalise sur cette opinion-là. D'accord? D'après cette opinion-là, Poutifera et Poutifar, c'est la même chose. D'accord? Exactement. Donc maintenant, on voit que Osnat, elle a le même vécu que Yosef par rapport à la tragédie qu'elle a dû vivre, ouais, d'être menacée et exilée, mais pas uniquement. Yosef, lui, il était détesté par ses frères. Il était détesté par ses frères. Et quand il est arrivé en Égypte, c'était un esclave hébreu qui était méprisé, ouais, qui était différent. Elle aussi, à Sénat, à cause de ce bijou-là, écoutez bien, c'est un truc de folie, pas grâce, à cause de ce bijou-là, ouais, qui la faisait qu'elle était différente des autres, elle a été jalousée par les autres à cause de ce bijou-là, ça fait que les autres ont apporté des bijoux, elle n'a pas pu demander à sa mère, donc ça crée une tension avec sa mère adoptive, et ça crée une tension avec la société. C'est-à-dire ce bijou-là, qu'un Shem Kadosh, que Yaakov il lui a donné, c'est ce qu'il a protégé de l'assimilation à l'Égypte. Le Shem, cette amulette-là, a protégé Osnat de l'assimilation, Mina Shamaim, que déjà, elle a été jalousée par les copines, donc elle n'avait pas d'amis chez les Égyptiennes, et elle a vu l'avarice de sa mère, qu'alors qu'elle souffrait, sa mère, elle n'a rien fait. Donc elle s'est ni attachée à sa famille d'accueil, ni attachée à la société dans laquelle elle est rentrée. Et lui, Yosef, aussi, il se sentait ni attaché à sa famille d'accueil, ni à... Lui, c'était par rapport à ce qu'il a reçu de Yaakov, pas un Shem Kadosh, mais la Torah Gdosha qu'il a étudié avec Yaakov. La Torah Gdosha que Yosef étudié avec Yaakov, c'est ça qu'il a protégé. Quand il a failli fauter avec la femme de Poutifar, c'est ça qu'il a protégé. Je ne sais pas comment tu dis une chose pareille. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour dire une telle chose. Il a voulu protéger cet enfant en mettant une kémia. Comment ça va? Comment? Nous, on a froid. Si tu veux, mets-toi à côté des autres, là-bas, il fait froid ici. Moi, je gèle. J'ai des cloques de froid tellement j'ai froid. Ah, le bruit te dérange? Tu te parles moins fort pour mieux entendre le masgam? Non, je veux mieux vous entendre. Ah. Bon, c'est un choix. Vous comprenez ce que je dis ou pas? La Torah Gdosha, elle a protégé Yosef de la société. Le Shem Kadosh qu'il a écrit Yaakov a protégé Osnat de sa famille d'accueil de la société. Donc ils se sont retrouvés tous les deux en n'ayant aucune influence égyptienne. Aucune. Elle était écœurée par l'Égypte et par la population égyptienne, par tout ce qu'il y avait là-bas. Et lui, maintenant, il était tellement attaché à son père qu'il n'avait rien à chercher en Égypte. Donc on comprend comment ils ont pu élever Ephraim et Ménaché. Si on veut élever des enfants dans Torah, Gdosha, il ne faut pas se sentir du tout impressionné par la technologie, par le monde dans lequel nous vivons. On doit être complètement différent. Et la Torah qui nous intéresse, le reste, ça ne nous intéresse pas. Il y a l'histoire d'un enfant qui avait une fois mal tourné, qui était de parents très religieux, avraires, etc. Et après de nombreuses années, qu'il était revenu à lui-même et dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic qui t'a perturbé, etc. Elle a raconté une histoire. Il a dit que moi, mon père, c'est un avraire et il étudie, etc. Et tout. Et un jour, après avoir beaucoup économisé de l'argent, il a acheté une voiture. Et le jour où il a reçu sa voiture, j'ai vu dans ses yeux une lumière que j'ai jamais vue quand il étudiait la Torah. Et d'ailleurs, il avait acheté cette voiture en Nissan en plus, des Raga Geoula. Je vois quelqu'un quand il parle de la voiture, et il l'appelle Sivan sans faire attention. Je devrais. Excuse-moi, j'ai une petite question. Bah vas-y, mais c'est pas grave. Ouais. Je dis, Asnat a été détaché du monde égyptien, mais il a quand même voulu se marier avec le pharaon, quoi, enfin le monarque égyptien. Ouais. Comme toutes les filles, quoi, non? À moins qu'elle savait que c'est, je sais pas, qu'il était spécial. Ouais, peut-être, je sais pas, ouais. Je sais pas.
Elle a entendu, je crois que là-bas, il écrit dans son texte, le monsieur, que c'est un homme particulièrement chacham, etc. Parce qu'on avait parlé de Yosef. Yosef, c'est pas un Égyptien. Tout le monde savait que Yosef, c'était pas un Égyptien. Koulam yadou et zé. D'accord. Et que c'est pour ça, d'ailleurs, je vous avais expliqué une fois, je vous ai fait un shiur, les points communs entre Mordechai et Yosef. Vous vous rappelez le shiur que j'ai fait, les points communs entre Mordechai et Yosef? Oui, moi je me rappelle. C'est qui ça? Ouais, Voilà, je sens que je vais mettre Oui, quelqu'un en salle d'attente. Oui. Donc, on avait expliqué que Mordechai, c'est le roi de la Galoute, Yosef, c'est le roi de la Galoute. Mhm. Le monarque, c'est le chef dans la Galoute, Mordechai. Yosef, c'est le chef dans la Galoute. On voit que Mordechai, il est arrivé au pouvoir par les rêves de Achashverosh. Yosef, il est arrivé au pouvoir par les rêves de Paro. D'accord? Mordechai, ouais. Il s'est marié avec qui, Mordechai? Esther, c'est qui pour lui? Sa nièce. Yosef s'est marié avec qui? Manienne. Mais ça y est, c'est pas alliance. Oui, c'est la vraie nièce. Et ensuite, on a que Paro, il a élevé Yosef, il a élevé Paro Yosef au-dessus de tout le monde. Il a fait habillé avec un vêtement spécial. Quand dans la rue il passe, il faut l'acclamer. Mordechai aussi, il a élevé au-dessus de tous les autres ministres. Il faut l'acclamer. Pourquoi et Paro il a besoin de faire ça? Et Achashverosh a besoin de faire ça. Parce que comme ce n'est pas des Perses ou ce n'est pas des Égyptiens, c'est des parvenus, ouais. C'est des métèques qui viennent de populations étrangères, ouais. Donc ils ne vont pas être respectés en tant que monarques. Donc il a dû leur donner une position hiérarchique plus élevée que les autres ministres pour qu'ils aient une certaine autorité dans la gestion du pays. Autant Yosef que Aman d'abord, qui était également un métèque, ouais. C'était pas un Perse ni un Mède, et c'est pour ça qu'Achashverosh il l'avait pris pour éviter. S'il y a une rébellion, on dit mais c'est un problème. C'est qui ce Haman? C'est pour ça qu'il a pu le tuer. Il dit ah bah il a pris, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est pas quelqu'un de chez nous. Il prenait à chaque fois des seconds qui n'étaient pas de la cour pour pouvoir s'en débarrasser et leur faire imputer toutes les responsabilités. Certains Mefarshim disent également ça pour Paro, que Paro il a pris Yosef. Pourquoi aussi? Parce que comme il savait qu'il allait devoir prendre une politique de restriction à cause de la famine, il va y avoir une haine pour cette politique de restriction, mais il faut que cette haine, elle soit contre l'étranger, pas contre Paro. Paro, il est dans son royaume, ouais. Vous savez qui a fait ça dans l'histoire? C'est le roi Casimir, il a fait ça aussi. Le roi Casimir. Ah oui. C'est un Polonais. C'est un roi polonais. Oui, il a fait ça avec. Comment il s'appelle déjà? Non, Varlop. Varlop. Non, non, pas Varlop. Ah, j'ai l'histoire. Casimir, quand les Juifs ont été jetés d'Espagne, ils ne savaient pas où aller. Les Polonais les ont reçus parce qu'il avait besoin. Il avait besoin de précepteurs, comment on dit, d'impôts. J'ai oublié le mot. Shaoul Wall, qui s'appelait. Wall. Shaoul Wall. Razak. Il avait besoin maintenant, pour pouvoir subvenir à ses dépenses budgétaires royales inconsidérées, de gens qui viennent récupérer les impôts. Et il a pris les Juifs pour faire ça. C'est pour ça qu'ils étaient détestés en Pologne de manière viscérale. D'accord? Un peu d'histoire. Donc on voit donc Mordechai et Yosef, il y a beaucoup de points en commun, d'accord? De quoi? T'es fou quoi? T'es fou, c'est le roi de la Galoute, c'est le roi de la Galoute. C'est les rêves, c'est les rêves. Il a été élevé au-dessus des autres, était élevé au-dessus des autres. Qu'est-ce qu'a amené au pouvoir Yosef? C'est les rêves. Qu'est-ce qu'a amené au pouvoir Mordechai? C'est Achashverosh. Grâce. Oh les mecs. Oh les mecs. C'est passé à la page. C'est Marek sa nièce, Marek sa nièce. Combien tu veux de points en commun encore? Il y a le Beaujolais. Il est descendant de Rachel, Ouais. Il est de Binyamin. Qu'est-ce qu'on a encore? J'en avais d'autres encore. Vous en voulez d'autres? Vous en voulez d'autres? Oui. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ce que j'avais fait comme différence, par contre, entre Il Yosef. a été mis sur la potence de Sarah Mashkin et Aman.
Ah, c'est pas mal, ouais, pourquoi pas. Si tu veux, ouais. Je sais pas, on cherche des... retrouver les erreurs, non? T'as vu ça dans un rachis dans ton interface? Il va vouloir des visières à la place du cœur. Razak. Il y a un autre Et- point commun. Il y a un autre point commun. Comment? Il y a un autre point. Vas-y, Moshe. Que Mordechai et Sheoudi et Yemini Beyachad, et les enfants de Yosef, ils sont aussi de Léa et de Rachel. J'ai pas compris. Les enfants de Yosef, ils viennent Ouais. de Dina et de Léa, et Yosef, il vient de Rachel. Et Mordechai, il était Ish Yemini de Benjamin et Ish Yehoudi de Yehuda. Donc, il y Ah, avait un un rapprochement medley. des deux mères. Razak, Moshe. Razak, ça, c'est pas de moi, ça, c'est de toi, ça, c'est beau. Razak ou Baruch. Il y a les deux Mashiach dedans. Benjamin, C'est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Donc, Osnat, elle a entendu qu'il y avait un monsieur qui n'était pas égyptien. Je reviens à mon développement. Un monsieur qui n'était pas égyptien, c'était connu, parce qu'on l'a donné. Pourquoi c'était connu? C'est ce que je viens de vous prouver. On lui a donné une place particulière pour justement le rehausser face à la cour égyptienne. Donc, elle a dit peut-être il est différent lui aussi. Et Rolot, qu'elle savait son histoire, qu'il était esclave, parce que sauf, il était chez Poutifora d'après le Midrash. Donc, elle le connaissait peut-être un petit peu. Ouais. C'est ça que j'allais vous dire. Ouais. Vous ne connaissez pas avant qu'il ait lancé le truc. Ils se sont vus chez Bah, peut-être il n'a pas fait attention à elle, je sais pas. Lui, il était contre-maître, il ne regarde pas la fille. S'il ne regardait pas la mère, il ne regarde pas la fille. Il ne regardait pas maintenant, il pensait que c'était une égyptienne. Ouais. Lui, il ne pensait pas que c'était une de chez lui. Il pensait que c'était une égyptienne. Il pensait que c'était la fille de Poutifera, ouais, a priori. Lui, il ne regardait pas les femmes, lui, Yosef. Donc, il ne l'a pas vu. Mais elle l'a vu. Et donc, c'est pas en contradiction du fait qu'elle n'était pas collée aux Égyptiens. Elle pouvait connaître. Alors, c'est possible que là-bas, c'était un manoir immense et que jamais elle a rencontré Yosef. On ne peut jamais savoir. On n'imagine pas les baptistes de l'époque en Égypte, des ministres égyptiens. Tu es obligé de voir le contremaître. C'est possible que oui. J'imagine que oui. Ouais. Est-ce qu'elle a fait le lien que c'est Yosef, etc. C'est possible que oui, que non. Il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas savoir. Oui, mais elle a été jetée en prison. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Il n'y avait pas Wikipédia. D'où c'est que celui qui a été jeté en prison, celui qui arrive au pouvoir? C'est pas sûr que ce soit connu de tous. Le paro lui a changé de nom. Ouais. Il ne s'appelle plus Yosef. Il s'appelle maintenant Tzafat Parnéar. J'ai souvent dû le mal prononcer d'ailleurs. Ouais. Non, mais parce que je reprends Béchoguet en général. On ne savait pas que c'était Yosef. Quoi que quoi? Je sais pas, c'est-à-dire, peu importe. Mais ça veut dire qu'elle a atterri par l'Égyptien, parce que je vous ai donné une explication avec Mordechai, que c'est connu que c'est un parvenu, c'est pas un Égyptien, c'est pas quelqu'un qui appartenait à la cour royale. C'est connu. Et donc, et puis en plus, c'est connu qu'il était Chacham, grâce à lui, on a endigué la famine, donc c'était quelqu'un de spécial, quoi. Quelqu'un de pas commun. Alors ça a pu l'attirer. Je peux vous faire toutes sortes de scénarios, peu importe. D'accord? C'est qui ça, Yosef, qui était un peu différent, un peu pas commun? Voilà. Yosef. Alors, de quoi j'étais en train de vous parler? Donc, il y a un premier message intéressant de cette histoire-là, puisqu'on a dit on voulait tuer les Midrash en sortant des messages. Ouais. C'est que Maaseh Avot Simon Lebanim, c'est une histoire assez incroyable par rapport à Mordechai quand même. C'est Marie Agnès, etc. Donc, on voit quand au début on regarde le Pirkei des Rabbi Eliezer, ouais, c'est pas du pshat, ouais, c'est le truc, bon, c'est bizarre et tout. Mais après, on voit qu'il y a pas mal de points communs avec des choses qu'on a vues ailleurs. C'est quand même assez manienne, donc il faut témoigner un peu plus de. Je ne parle pas de vous, hein. Je sais pas du tout, je vise personne. C'est que des fois, nous, quand on regarde Midrash, je dis bon, c'est bizarre, d'où ils ont sorti ça, etc. C'est vrai que des fois, c'est bizarre. Il faut passer des années avant de comprendre et voir combien ça tombe boule. Deuxième message important, à part Maaseh Avot Simon Lebanim, c'est quelque part, il a mis en place la naissance de Mordechai, la destinée de Mordechai, avec comme grande différence, la grande différence entre la destinée de Yosef et de Mordechai, les deux, c'était les chefs de la galoute, mais Yosef a rentré le Ham Israël en galoute, et Mordechai a sorti le Ham Israël de la galoute, parce que juste après, c'était la Bina Betavash. C'est ça la grande différence. Yosef les a rentrés en galoute, et Mordechai les a sortis de la galoute. Donc c'est la boucle est bouclée. Et on va voir dans la paracha la semaine prochaine que Yaakov va donner une part en plus à Yosef quand il a vu Ephraim et Ménaché devant lui. Il a marqué Shrem, il a donné Shrem. Il va donner Shrem à Yosef. Il a donné Shrem à Yosef. Comment? C'est là qu'il a été enterré.
Et il y en a qui disent que Osnat aussi, elle est enterrée là-bas. Alors c'est Ma'anienne, parce que Osnat, elle est née de Shrem. Il y en a qui expliquent. D'ailleurs, son nom, il y a- Ouais, il y a elle son était nom. enterrée avec Yosef. Il y a son nom. Ah, il est marqué à Sénat aussi. Alors, bon, c'est bon, arrêtez les deux. C'est bon. Il y a écrit sur la tombe de- Bon, David, c'est bon. Elle n'est pas enterrée là-bas, mais moi je te dis qu'elle est enterrée là-bas. C'est bon, pareil comme pour ça, plus de Mordechai discussion. et Esther, ils sont enterrés au même endroit. Chazak. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et Qu'est-ce qu'il nous a dit? les amis, s'il vous plaît, Eliaou, mets ton masque, mais plus profondément, jusqu'au. J'ai pas parlé d'accord. J'ai rien dit. Ils ont perturbé. Exactement. Oh, c'est bientôt pourri, mais on va l'enlever. Voilà. Mais tu sais, c'est quoi le problème avec toi? C'est que tu es à côté de moi, j'entends tout. Mais toi, au fond, comme les autres. Comme ça, on me disait en classe. Rav Moshe, je ne pourrais plus venir que le vendredi. 30 secondes, comment on fait? Ah, c'est bon. Je pourrais... J'adore cette question. Alors, ça marche pas. Donc on reprend. Donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'ai perdu le fil comme d'habitude. Oui, et donc là-bas à Shrem, pourquoi à Shrem? Lui, il a été vendu. Ouais, il est parti à Shrem pour voir ses frères. Et c'est à cause de Shrem qu'il a été vendu. Et elle est née à cause de Shrem. C'est même son père, Shrem. Et donc, quelque part, son père, il est mort. Donc, le Yaakov, pourquoi il a donné Shrem à Yosef, une part en plus qu'est Shrem? Les frères ne pourront pas le jalouser pour cela, parce que c'est l'héritage d'Osnat. D'Assenat. Le viol, il a eu. À Shrem. À propos de vous reprocher qu'il donne un territoire. Bah, il y a un pirouge qui dit comme ça, que Yaakov, il a donné Shrem parce que ça revient de droit. Ça peut bien revenir de droit. Il y a une première explication, parce que Yosef, il a tellement souffert à cause de la ville de Shrem, que les frères, ils étaient là-bas, etc. Alors qu'en compensation des souffrances que vous l'avez fait, c'est normal qu'il ait cette ville-là qui symbolise les souffrances que vous avez voulu lui faire subir et qu'il a vraiment subi. Ou bien, deuxième explication, c'est que comme Asenat, c'est la fille de Shrem, et qu'elle vient hériter quelque part de cette ville-là, eh bien donc, par rapport à Asenat, donc c'est normal qu'ils reçoivent Shrem. Il y a deux bonnes raisons de donner cette ville-là. C'est Chaim Menachem qui a reçu des parts de tout. C'est les enfants de Asenat, David, j'ai pas compris la question. Très bien. Donc, deuxième enseignement important de ce midrash-là. C'est les Arabes qui tiennent Shrem. Deuxième partie importante de ce midrash-là, c'est que dans notre vie, des fois, on a des événements, Chazé Shalom, chez l'Oneda, Lo Alenu Velo Alechem, tragiques, les uns après les autres, et on dit, moi, j'ai la poisse. À Sénat, elle aurait pu se dire ça. Non seulement mes oncles veulent me tuer, en plus, mon grand-père, au lieu de me protéger, il me renvoie. Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Et après, ma famille d'accueil, voilà, l'ange, il vient, il m'amène dans une famille d'accueil, a priori, c'est pour mon bien. Et cet ange-là, c'est peut-être pour me faire du mal ce qu'il a fait. Parce que je vois que ma mère, elle ne m'aime pas. Mes copines, j'ai pas de copines. Ouais. Et le jour où elle a donné son amulette, et qu'est-ce que j'ai fait la bêtise de me séparer de cet objet de famille qui aurait peut-être pu me faire retrouver ma vraie famille. Peut-être qu'ils ont changé d'avis, peut-être qu'ils me reprendraient. Donc elle est vraiment, comme on a dit, au bout du rouleau, en bas de l'échelle. Le marasme le plus profond. Et en fin de compte, quand elle se marie avec Yosef, et elle comprend rétroactivement deux choses. Premièrement, que tout était pour le bien, c'est-à-dire dans quel niveau tout était pour le bien? C'est que pour arriver à se marier avec Yosef, elle a dû passer toutes ses pérégrinations, sinon elle n'a pas pu se marier avec Yosef. C'est un vrai srout de se marier avec Yosef, parce que Yosef est sadique. Et ce srout-là, c'est un srout que personne n'a pu avoir, puisqu'elle a mis au monde 2 tribus, à elle toute seule, autant que Rachel. C'est-à-dire elle a mis au monde autant de tribus que Rachel. C'est un truc de ouf. Ouais. Et deuxième chose, pourquoi Gamzoul et Tova? C'est que je ne serais pas devenu ce que je suis devenu, d'être en Égypte, une juive fière de l'être, absolument pas sensible aux influences de cette civilisation, pourtant attirante, si je n'avais pas vécu tout ça. Ça, c'est le message très important que j'aimerais qu'on médite un petit peu. C'est-à-dire que des fois, la personne, elle dit, elle attend le Gamzoul et Tova. Des fois, la personne, elle attend le retournement de situation. Tout ça, c'était pour le bien.
Mais ce qu'elle oublie, c'est que tout est pour le bien, pas parce que toute la situation s'est retournée et qu'on est revenu quelque part à la case départ. Parce que tout ce que tu as souffert, c'était aussi pour le bien, ça t'a permis de te construire. Quand tu dis Gamzoul Tova, c'est pas que tu attends que tout s'arrête. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il te permet de devenir ce que tu dois devenir. La destinée que tu dois avoir, c'est uniquement par ce chemin-là. C'est pas parce que ça va un jour finir. Non, ce que je suis en train de vivre, il est bien. Parce que maintenant, je galère avec les enfants. Ça m'apprend à me travailler dans ma patience. Ça m'apprend à me travailler dans mon anava. Ça m'apprend à prendre en considération qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne ressentent pas les mêmes choses que moi, qui n'ont pas les mêmes projets que moi. Quand j'ai des problèmes avec ma femme, ça m'apprend à également faire preuve de patience. Ça m'apprend également à, comment dirais-je, à comprendre des choses que je ne comprendrai jamais, parce qu'une femme, on ne peut pas comprendre une femme. On ne peut pas comprendre une femme. Hachem, il a fait que la femme, on ne peut pas la comprendre. Si tu comprends ta femme, c'est que ce n'est pas ta femme. C'est pas ton zivoug. Elle est là pour te prendre la tête. Mais si. Mais si, Marche plus la fonction de désactiver le son. Ah voilà. Il est Didier. Bon, aux parents, ça continue. Je reprends le message fondamental. On est en train d'apprendre c'est quoi Gamzoul et Tova. Nous, toujours quand on pense Gamzoul et Tova, bon, j'ai perdu un travail, c'est que j'ai retrouvé un mieux. Ouais. Mon enfant, il a des questions d'Emouna, il a des si, etc. Bon, c'est qu'après, il va encore plus se renforcer. On vient localiser Gamzoul et Tova sur le problème lui-même. Et toi, t'es où dans l'histoire? Ça te construit. Tu as perdu un travail, la personne a perdu un travail. Pas parce que tu vas trouver un mieux, peut-être que tu n'as pas trouvé un mieux. Parce que tu as besoin de te construire dans cette épreuve qui est chercher un travail. Tu as besoin de te construire dans ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais tu as besoin de te construire. Peut-être pour un peu plus d'humilité, pour mieux prier. Ça va te construire. Même quand tu vas trouver un travail ou pas, tu ne seras plus la même personne. Donc c'est pour ça que Gamzoul et toi, tu ne seras plus la même personne. Que ton fils, il ait des questions d'Emouna et qu'il va retrouver un jour son chemin. C'est bien, mais en attendant, tu souffres. Et ce que tu souffres, c'est pour le bien. Ça t'apprend à te connecter à Kadosh Baruch Hu et à rien d'autre. Et des gens disent, pour moi, l'essentiel dans la vie, c'est la famille. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais vu un film qui s'appelait Au nom de tous les miens. Il était dans les camps, dans les trucs, il a refondé sa famille, ils sont morts dans un incendie. Il voulait se suicider. D'accord? C'est quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu. D'accord? Parce qu'on a la même histoire. On a le Rav Kahneman, qui était dans les camps, qui a perdu toute sa famille. Je ne dis pas qu'il l'a reperdu après, mais après, il n'a pas refondé sa famille. Ce qu'il a fait vivre, c'est de se construire une yeshiva à Bnei Brak qui s'appelle Ponyovitch. D'accord? Il a été rosh yeshiva en Lituanie de la yeshiva qui s'appelait Ponyovitch. Il avait tous ses rabbanim, il avait tous ses talmidim. C'était une des plus grandes yeshivas de l'époque. Ils sont tous morts. Tous morts. En Lituanie, il y avait 93% de pertes de la population juive. Donc, ils sont tous morts. Ouais? Et il a reconstruit la même yeshiva. D'accord? Quand maintenant tu as un projet, et quelqu'un dit maintenant, il y a des gens par exemple, ouais, j'ai fait faillite et tout, ça m'a cassé. Ouais, j'ai perdu ma femme, ça m'a cassé. J'ai perdu mon fils, ça m'a cassé. C'est des épreuves terribles, on ne peut pas juger. Mais ces épreuves-là nous apprennent que ça n'arrive à personne, mais ces épreuves-là nous apprennent à relativiser notre relation avec ce monde-ci. N'oublions pas que dans l'au-delà, ouais, la femme, les enfants, c'est des acteurs qu'on interfère, tout ça. Hachem nous a mis dans une scène cinématographique, on a telle femme, tels enfants, pour jouer un certain rôle. Et on doit bien jouer le rôle. Il y a des comédies dramatiques, ouais. Il y a des films d'horreur. Quel que soit le poste qu'on te donne, tu dois être un bon acteur. Ne jamais oublier que c'est un film, que le scénario, tu le subis, parce que tu es un acteur. Donc si maintenant on ne vit que pour sa famille, chasvé shalom, s'il arrive quelque chose à la famille, on ne peut pas s'en relever. On ne peut pas s'en relever. Les Mefarshim disent pourquoi, ils posent la question, pourquoi Yaakov était tellement détruit par la disparition de Yosef? C'est quoi cette question? C'est son fils adoré. Pourquoi il pose la question, Bichlal? Comment Yaakov était tellement déprimé par la disparition de Yosef? C'est quoi cette question? C'était son fils adoré, il a déjà perdu sa femme, il a perdu son fils.
Pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Chaz et Shalom de Yaakov, une telle chose. Le Midrash nous explique pourquoi Yaakov il était détruit, parce qu'il avait une névoie que pour être le père du peuple élu, il fallait qu'il ait les 12 tribus. Si maintenant Yosef est parti, c'est que c'est pas lui. Donc il a perdu sa relation avec Dieu. Pas il a perdu son fils. C'est pour ça que quand Yosef, dans notre paracha, viens, on va dire un truc comme sur la paracha, quand Yosef, il apparaît devant Yaakov Avinu, Yosef l'embrasse, Yaakov ne l'embrasse pas. Qu'est-ce que Rashi nous dit au nom du Midrash? Il faisait le schéma Israël. C'est quoi cette histoire? Ça nous prouve que qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Quand Yosef n'était pas là, il pensait être déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Le Shem Echad, lui, devait incarner le Echoud. Yosef, par ses 12 enfants. C'est les 12 pierres qu'il a mis sous sa tête qui se sont réveillées avec une seule pierre. Les 12 particularités de ses enfants devaient se complémentariser. Au contraire, il a vu des tensions, il en a perdu un morceau. Donc il dit, bon, c'est pas moi qui vais incarner le Echad. Et quand il a vu Yosef, Shema Israël, Shem Echad, le Echoud, je vais pouvoir incarner le Echoud. Le Echoud Hashem. Le Echoud Hashem. Il a vu Yosef comme étant l'élément qui va pouvoir le connecter à Kadosh Baruch Hu. Des fois, l'élément qui va pouvoir me connecter à Kadosh Baruch Hu, c'est des épreuves avec mes enfants. Parce que quand tout va bien, alors je crois, ben moi j'ai la chita, j'explique, faut ci, faut ça, nanana, les enfants faisaient comme ci, comme ça, je me la joue. C'est tout dans les mains d'Hachem. C'est tout dans les mains d'Hachem. Quand tout va bien, on avait expliqué une fois un shiur comme ça, quand tout va bien, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. Vous connaissez l'histoire du mec qui cherchait pendant une heure une place dans le sentier? Il dit Hachem, si tu me donnes la place et tout, etc. Attends, c'est bon, c'est moi qui fais la blague. Même ça, tu m'interromps. Dans le Vartora, je comprends, mais pas dans la blague. C'est cadeau, la blague. Il dit Hachem, je te promets, je fais Shabbat et tout. Si tu me donnes une place, je mange cachère et tout. Et puis, tu as bien une place qui libère. Il dit c'est bon, Hachem, je me débrouille tout seul. Je m'en occupe. J'ai plus besoin de toi. Voilà, il y a une variante toujours. Écoutez jusqu'au bout la blague. Donc, des fois, des gens, ils ont des épreuves et ils croient qu'ils s'en sortent eux-mêmes. Non, mais c'est bon, Samuel, tu vas pas nous saouler comme ça quand même. Je vais devoir te mettre en salle d'attente, c'est dommage. Non, mais c'est important. Voilà. Vous me suivez ou pas? Le message que j'aimerais vous retenir aujourd'hui, le Midrash était intéressant, c'est sympathique, ça nous a appris tout plein de choses. Mordechai, Yosef, Assenat et non pas Osnat, on a appris plein de trucs. Mais ce qu'on veut apprendre maintenant, c'est pour notre vie. On a des épreuves dans la vie. Celui qui n'a pas d'épreuves, il doit avoir très très peur. C'est que son lamazé, il a été donné en cadeau. Mais qu'est-ce qui va rester dans l'amaba? Dans l'amazé, il y a des épreuves. Ayom la asotam, machar les kabel sera. On n'est pas ici pour kiffer. On n'est pas ici pour profiter. On est là pour se construire. On est là pour se construire. Et la construction, c'est ça le Gamzul Tova. Toutes les épreuves qui nous arrivent, ce n'est envoyé que par Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas par hasard. Donc c'est uniquement pour nous construire. Et si Hachem nous a envoyés, c'est qu'on en a les forces. Il faut bien sûr chercher des solutions logiques, des solutions psychologiques, des solutions intelligentes. La prière, c'est la première acte à réaliser, mais il faut aussi après faire une ishtadlout. Il faut demander à Hachem qui nous ouvre les yeux pour trouver la bonne ishtadlout. Il faut dire, c'est Hachem, allez, je vais souffrir, c'est comme ça. Non, il faut essayer de sortir de la boue, le maximum. Si on est prêt avec les enfants, il faut essayer de trouver l'approche psychologique, l'encadrement adapté. Si on est prêt avec la femme, il faut essayer d'avoir des conseils conjugaux. Si on a des problèmes avec la belle-mère, il n'y a rien à faire. Et donc, ouais, on peut divorcer. On a un problème avec la mère, on peut divorcer. Donc, les problèmes de la vie, il faut y faire face, mais de manière combative. Ce qui m'arrive, bien, il te rend compte, si mon enfant il n'avait pas vécu cet événement-là, j'aurais pas dû subir tout ça. Celui qui a fait cet événement-là, tu sais ce qu'il m'a fait comme souffrance dans ma vie. Mais c'est Hachem qui a envoyé ce mec-là qui a traumatisé ton gosse, Ras de Shalom. C'est Hachem qui l'a envoyé. Donc c'est tu méritais cette épreuve-là. Pourquoi tu t'acharnes sur le monsieur? C'est un bâton. Mais cette épreuve-là, tu devais la voir. Par lui ou par un autre. Hachem, il a voulu que tu t'investisses plus dans tes enfants. Il a fait que cet enfant-là, il ait un traumatisme. Comme ça, tu t'occupes maintenant de lui. Ça, maintenant, il aura un père. Vous comprenez ou pas? Shabbat Shalom. Psaume Moïl. Dimanche, je dois vous parler. au Beth Midrash.
Dimanche, il y aura cours au Beth Midrash ou au Beth Amikdash, Hashem. Et après dimanche, malheureusement, on continuera le cours par Zoom. Il y aura le Seger. D'accord. J'ai une question, Rav. Hazak ou Baruch, c'est en retard. Ceux qui me posent des questions, qui m'appellent. Moi, je Shabbat connais- Non, j'ai une question importante, Rav. C'est une question importante. Très très beau livre. C'est urgent. Appelle-moi, je suis pressé, appelle-moi. J'ai C'est d'écouter tes urgent, c'est questions. urgent, c'est urgent. C'est D'accord, urgent. Tu m'appelles, c'est mon numéro de téléphone. Salut Samuel.